Voilà. Donc, bonjour à tous. Moi, je vais vous parler du testicule fœtal humain et des travaux que nous réalisons au sein de l'unité de gamétogénèse et génotoxicité. Alors, comme vous le savez tous, le testicule assure une double fonction. D'une part, il produit les hormones stéroïdes sexuelles mâles, la principale étant la testostérone. Et donc, ceci s'effectue au niveau des cellules de Leydig, dans le tissu interstitiel, et c'est ce qu'on appelle la stéroïdogénèse. D'autre part, le testicule assure la formation des cellules sexuelles matures au niveau des tubes séminifères, c'est ce qu'on appelle la spermatogénèse. Alors, pourquoi s'intéresser au testicule fœtal ? Eh bien, c'est tout simplement parce que c'est pendant la vie fœtale que ces deux fonctions se mettent en place. Et cette ontogénèse est absolument fondamentale pour la fonction de reproduction à l'âge adulte. En effet, c'est la testostérone produite par les cellules de Leydig fœtale qui assure la masculinisation des organes génitaux internes et externes. Et d'autre part, c'est du nombre de cellules germinales et des cellules de Sertoli qui les entourent, qui se mettent en place pendant la vie fœtale, que va dépendre en partie la fertilité de l'individu à l'âge adulte. Alors, quand on regarde une coupe de testicule fœtal humain, donc ici c'est un testicule donc de fœtus âgé de 10,7 semaines de gestation, eh bien on retrouve les principaux types cellulaires dont je vous ai parlé, donc les cellules de Leydig au sein du tissu interstitiel qui produisent la testostérone, et puis on distingue une structure en cordon, c'est ce qu'on appelle des cordons séminifères, dans lesquels sont localisées les cellules germinales et les cellules de Sertoli. Alors, ces cordons séminifères correspondent aux tubes séminifères chez l'adulte, sauf que chez l'adulte, il y a une lumière qui ici n'est pas présente. Alors notre unité s'intéresse depuis de nombreuses années à la mise en place des fonctions testiculaires, initialement dans des modèles rongeurs, donc au départ chez le rat, puis la souris, et depuis 2003, nous avons établi une collaboration avec le service de gynécologie obstétrique du professeur René Friedman à Clamart. Et donc, nous travaillons sur des fœtus provenant d'interruptions volontaires de grossesse entre 6 et 12 semaines de gestation. Notre but est double. D'une part, de connaître, comprendre l'ontogénèse des fonctions testiculaires chez le fœtus humain, pour laquelle on dispose de très peu de données dans la littérature, et d'autre part, connaître les éventuelles régulations et perturbations de ce développement testiculaire. Ce deuxième point est motivé par le fait qu'on a constaté depuis un certain nombre d'années une augmentation des anomalies de la fonction de reproduction masculine, et ces anomalies de la fonction de reproduction masculine pourraient être dues à des altérations du développement testiculaire pendant la vie fœtale. Donc je commencerai par les données dont on dispose sur l'ontogénèse des trois principaux types cellulaires dans ce testicule fœtal humain. Donc comme chez les rongeurs, la différenciation testiculaire débute avec la formation d'une crête génitale qui est au départ indifférenciée et sa colonisation par les cellules germinales primordiales. Cette étape intervient très tôt puisqu'elle se produit entre la 4e et 6e semaine de gestation. Et elle est suivie par la formation des cordons séminifères avec l'apparition des cellules de Sertoli qui vont venir englober les cellules germinales. Cette étape intervient entre la 6e et la 7e semaine de gestation et dès ce stade, les cellules de Sertoli produisent l'hormone antimullérienne qui va être responsable de la régression des canaux de Muller, qui est donc l'AMH. Sur cette coupe de testicule fœtal humain de 6-7 semaines de gestation, on a réalisé une immunorévélation de l'AMH et donc on distingue les cellules de Sertoli qui expriment cette AMH, qui sont donc colorées en marron et qui viennent entourer les cellules germinales qui, elles, ne l'expriment pas. Et donc on voit la formation de cette ébauche de cordon séminifère. Un petit peu plus tard, donc à 7-8 semaines de gestation, on voit que les cordons séminifères sont complètement individualisés et bien formés au sein du tissu interstitiel. Et au sein de ces cordons, on distingue donc les cellules de Sertoli qui expriment fortement l'AMH et les cellules de germinales qui, elles, ne l'expriment pas. Alors ces cellules de Sertoli, elles ont bien sûr un rôle de soutien, elles ont également un rôle nourricier, comme chez l'adulte, et un rôle dans la maturation des cellules germinales. On sait que leur nombre évolue régulièrement au cours de la grossesse, et ce qui est important, c'est que, de façon classique,
on estime qu'on a environ une cellule germinale pour 10 à 30 cellules de Sertoli, ceci en fonction de l'âge et des données de la littérature. Donc ce sont des cellules qui sont importantes. Alors, en ce qui concerne les cellules germinales, donc ce sont des cellules qui apparaissent ici, donc c'est une coupe semi-fine ou ici en microscopie électronique. Ce sont des cellules qui apparaissent comme de grosses cellules arrondies avec un cytoplasme clair. Chez les rongeurs, pendant toute la période fœtale, ces cellules germinales sont appelées des gonocytes. Chez l'humain, les choses sont un petit peu plus compliquées et il n'existe pas de terminologie clairement établie. En effet, chaque groupe établit sa propre nomenclature, ce qui rend les choses un petit peu compliquées. Alors, pour simplifier, on peut schématiquement considérer 4 types de cellules germinales. D'une part, les cellules germinales primordiales, qui sont celles qui vont coloniser la gonade. D'autre part, les gonocytes qui sont donc présentes au premier trimestre et au deuxième trimestre de la gestation. Les cellules intermédiaires qui apparaissent en fin de premier trimestre et qui vont surtout être présentes au deuxième trimestre. Et enfin, les préspermatogonies qui, elles, sont essentiellement présentes au troisième trimestre de la grossesse. Cette classification est basée sur des données morphologiques, mais on peut associer à ces données morphologiques l'expression de marqueurs germinaux caractéristiques. Et donc, on regroupe en fait 2 types de marqueurs, des marqueurs qui en fait vont être surtout exprimés au stade les moins différenciés, donc au stade gonocyte. C'est le cas par exemple pour C-KIT ou pour OCT3-4, qui va être fortement exprimé au stade gonocyte, puis leur expression va diminuer dans les cellules intermédiaires pour finalement disparaître dans les préspermatogonies. En revanche, il existe des marqueurs qui ne sont pas présents au stade gonocyte et qui apparaissent au stade cellules intermédiaires pour finalement être des marqueurs de différenciation, comme par exemple MAJA4 ou VASA. Alors, ce qu'il faut retenir de ces études sur les marqueurs des cellules germinales chez l'humain, eh bien, ce sont 3 choses. La première chose, c'est que on est vraiment en présence d'une population de cellules germinales qui est très, très hétérogène. Et ça, c'est vraiment spécifique du fœtus humain. La deuxième chose, c'est que pour un type cellulaire donné, par exemple les gonocytes, et pour un marqueur donné, on n'a jamais un phénomène de tout ou rien. C'est-à-dire que même au sein d'une population, on n'a jamais toutes les cellules marquées. Ça veut dire que probablement il existe aussi des sous-populations au sein d'une population. Donc encore une fois, grande hétérogénéité de ce modèle. Et enfin, la troisième chose qui est importante, c'est qu'un certain nombre de ces marqueurs sont retrouvés dans les cas de cancers testiculaires. Alors, les cancers testiculaires sont dans 90% des cancers des cellules germinales. Et donc, on retrouve certains de ces marqueurs. C'est le cas pour MAJA4, pour M2A ou pour AP2-gamma. Ce sont des marqueurs qu'on retrouve dans le testicule en présentant un cancer testiculaire. Et donc, l'idée serait que ce cancer testiculaire aurait pour origine une origine fœtale qui résulterait d'une mauvaise différenciation des gonocytes en préspermatogonie. Alors, les cellules germinales, une fois dans les cordons séminifères, rentrent dans une phase de multiplication et d'apoptose, suivie d'une phase de une activité nulle, ni de prolifération, ni d'apoptose. Et donc, en l'occurrence, le nombre de cellules germinales augmente de façon régulière tout au long de la gestation. Et donc là, c'est encore une caractéristique des cellules germinales humaines, c'est qu'on est en présence d'une population de cellules qui n'est pas synchrone. En ce qui concerne la deuxième fonction, et donc la mise en place de la production de testostérone, elle intervient entre la 7e et la 8e semaine de gestation. Donc elle intervient avec la mise en place des cellules de Leydig, et le nombre de ces cellules de Leydig va augmenter régulièrement tout au long de la grossesse. Alors ce qui est surprenant, et c'est aussi une des caractéristiques du modèle humain, donc c'est ici illustré sur cette immunorévélation du cytochrome P450 qui est un enzyme de la stéroïdogénèse, c'est que ce nombre de cellules de Leydig est particulièrement important dans le tissu humain. On estime qu'à 14 semaines de gestation, on a à peu près la moitié du volume testiculaire qui est occupé par des cellules de Leydig. Et ces cellules de Leydig, donc, elles vont produire de la testostérone avec un pic de production entre 12 et 14 semaines de gestation. Et là encore, c'est une des particularités, c'est quand on regarde la production in vitro de testicules fœtaux humains pendant le premier trimestre,
eh bien, on voit qu'on passe d'une production de 10 picogrammes par heure par testicule à une production de 10 000 picogrammes par heure par testicule. Et ça représente à peu près 100 fois les concentrations qu'on a chez les rongeurs. En ce qui concerne maintenant la deuxième partie, et donc les régulations et perturbations éventuelles du développement du testicule fœtal humain, nous avons adapté le modèle de culture organotypique que nous avions initialement mis au point chez les rongeurs. Donc ce modèle consiste à prélever et déposer des morceaux de testicules sur un insert qui flotte à la surface d'un milieu de culture de composition définie. Ça veut dire qu'il n'y a pas de facteur de croissance ajouté, il n'y a pas de sérum. Et donc nous avons montré que ce modèle permet une bonne oxygénation des tissus et il permet de maintenir l'architecture du testicule. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que dans cet organe, les interrelations cellulaires jouent un rôle fondamental. Et enfin, il permet de reproduire in vitro le développement des principaux types cellulaires. Et c'est bien sûr la seule méthode d'approche possible chez l'homme. Nous avons validé ce modèle d'étude en étudiant d'une part l'effet de l'acide rétinoïque, donc, qui a été publié en 2006, en étudiant l'effet des rayonnements ionisants, publié en 2007, et plus récemment, nous avons étudié l'effet d'un type de perturbateur endocrinien, qui sont les phtalates, qui sont connus comme étant des reprotoxiques. Ceux qui étaient là hier en ont déjà entendu parler. Alors ces phtalates, ils sont très présents dans l'environnement. On les retrouve dans l'alimentation, dans les cosmétiques et dans de très nombreux plastiques, puisqu'en fait, ce sont des plastifiants. Et donc, chez le rat, ils ont été montrés comme étant des composés anti-androgéniques, à la fois dans les études in vitro et dans des études in vivo, car diminuant la production de testostérone. Et donc, nous avons choisi d'étudier l'effet du monoéthylhexylphtalate, qui est en fait le métabolite actif du DEHP, qui est un des phtalates le plus couramment utilisé. D'autre part, pour ces phtalates, on dispose de données cliniques dont on a déjà un petit peu parlé hier. On a 2 articles faisant référence qui ont montré une corrélation entre les taux de phtalates, d'une part dans les urines, d'autre part dans le lait maternel, et différentes modifications d'indicateurs de la masculinisation. Donc nous avons testé dans le modèle de culture organotypique les effets du MEHP et nous avons montré que le MEHP, à la concentration de 10,4 molaires, réduit le nombre de cellules germinales et ceci spécifiquement en augmentant leur apoptose. En revanche, et contrairement à ce qui a été montré chez le rat, eh bien le MEHP ne modifie pas la production de testostérone et ceci quelle que soit la concentration utilisée. Donc ces résultats constituent la première étude expérimentale montrant un effet des phtalates sur le testicule fœtal humain. Donc pour conclure, je pense qu'il est important, dans la mesure où le testicule est vraiment un ensemble cellulaire intégré, il est important de mettre en place des outils pour étudier les différents types cellulaires de cet organe. D'autre part, le testicule fœtal humain présente sa physiologie propre, on l'a vu à travers les différents types cellulaires qui présentent des caractéristiques tout à fait particulières. D'autre part, et ça c'est quelque chose de très important, le testicule fœtal humain présente une spécificité de réponse par rapport à d'autres espèces. On l'a montré par exemple au laboratoire où on avait montré que chez le rat, l'acide rétinoïque réduisait la stéroïdogénèse pendant la vie fœtale, alors que chez l'humain, on a montré qu'il augmente cette stéroïdogénèse. Alors, existe-t-il une spécificité de réponse en fonction du stade? Ça, c'est une question importante, notamment pour nos travaux sur l'absence d'effet du MEHP sur la stéroïdogénèse. Je pense qu'il serait très intéressant d'aller tester à des stades un peu plus tardifs. Et donc, pour conclure, eh bien, je pense qu'on dispose d'un modèle de culture qui est particulièrement intéressant pour étudier le développement testiculaire normal ou pathologique. Donc je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à ce travail et notamment bien sûr le personnel du service de gynécologie obstétrique sans qui tout ça ne serait pas possible. Merci beaucoup.